Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour faire un point régulier sur la situation sanitaire de notre pays et sur les moyens que nous nous donnons pour réussir ensemble à y faire face. Cette situation, vous le savez, reste particulièrement fragile. Chaque jour, la France enregistre une moyenne de 20 000 nouvelles contaminations et 1 600 nouvelles hospitalisations, avec, hélas, 320 personnes décédées. Ces chiffres, nous pourrions finir par nous y habituer. Soyons cependant conscients qu'ils sont très élevés et se traduisent par une pression majeure et qui ne faiblit pas sur nos structures hospitalières. Aujourd'hui, 6 malades sur 10 accueillis dans nos services de réanimation sont des malades de la Covid, ce qui oblige nombre de nos hôpitaux à décaler des soins moins urgents pour libérer des lits. Je veux à nouveau saluer l'engagement remarquable des soignants qui restent totalement mobilisés malgré la fatigue accumulée. J'étais encore hier à leur côté avec Olivier Véran dans un établissement d'Île-de-France et je ne cesserai de me préoccuper de leur mission et de leurs conditions de travail. Si la situation reste préoccupante, elle se distingue néanmoins de celle de beaucoup de nos voisins. Nous n'avons pas connu, au cours des dernières semaines, de nouvelles vagues épidémiques d'ampleur. Nos chiffres sont certes élevés, mais ils sont relativement stables. Le taux de mortalité par habitant lié au virus est, au cours de cette deuxième vague, l'un des plus bas d'Europe. La circulation du virus n'a pas sensiblement augmenté au cours des 2 dernières semaines. Le taux de positivité des tests reste globalement stable. Cela s'explique très largement par les effets de la stratégie que nous avons adoptée au cours des derniers mois sous l'autorité du Président de la République et après l'avoir soumise au Parlement. Nous n'avons pas attendu pour prendre des mesures strictes dès la fin du mois d'octobre dernier. Nous avons fait le choix de ne pas les lever complètement quand nos chiffres se sont améliorés en fin d'année. Nous avons su nous adapter dès les premiers signes d'un début de reprise épidémique au début du mois de janvier, notamment en avançant la mesure de couvre-feu à 18 heures, d'abord dans certains départements, puis à l'échelle nationale. Notre stratégie a été graduée. Elle s'est adaptée en permanence à l'évolution de la situation, tout en restant responsable et cohérente dans la durée. Elle nous a permis de garder encore aujourd'hui le contrôle de l'épidémie, tout en préservant au mieux la vie sociale et économique de notre pays. Ainsi, selon les toutes dernières estimations publiées par l'INSEE cet après-midi, le niveau d'activité s'établit aujourd'hui à 4% sous la normale. Ce ralentissement économique est moins marqué que ce que vivent actuellement beaucoup de nos voisins soumis à la même épidémie. Ces résultats, au-delà des mesures que nous avons prises, tiennent aussi et surtout à la grande vigilance dont chacune et chacun de vous faites preuve au quotidien. Comme ce fut le cas lors des fêtes de fin d'année qui ne se sont pas traduites par la flambée épidémique que nous pouvions craindre. Cela est riche d'enseignements, car moins que jamais, nous ne devons baisser la garde. Nous faisons face, vous le savez, à l'apparition d'un nouveau risque, celui de la propagation des nouvelles souches du virus que l'on appelle les variants. Ces variants, dits anglais, sud-africains, brésiliens, pour désigner les zones où ils ont été repérés, sont beaucoup plus contagieux que le virus classique. Ils se propagent donc plus vite, touchent davantage de personnes et peuvent conduire à des flambées épidémiques comme celles qui ont frappé nos amis britanniques, irlandais ou portugais. Ces variants ne constituent pas une menace potentielle, mais bien réelle. Ils sont déjà présents sur notre territoire et progressent en termes de diffusion. Nous le mesurons régulièrement grâce au système de suivi que nous avons mis en place. En quelques semaines, la part des malades atteints par ces nouvelles formes du virus est passée d'environ 3,3% le 8 janvier à 14% aujourd'hui, selon les estimations, avec des taux encore supérieurs dans certaines régions. C'est pourquoi, je vous l'ai dit vendredi dernier, l'émergence de ce nouveau risque nous a conduit à nous interroger sur l'opportunité de mettre en place un 3e confinement. Le confinement, nous en connaissons en effet l'efficacité au plan sanitaire.
Que ce soit au printemps dernier ou au mois de novembre, il a permis de freiner fortement l'épidémie. Mais le confinement, nous en connaissons aussi le coût économique, social, humain et parfois même sanitaire. Nous savons tous aussi que plus le temps passe, plus les mesures de restriction se succèdent et plus leur impact est difficile à supporter. Nous mesurons tous les risques psychosociaux qui s'accumulent et auxquels il nous appartient de veiller très sérieusement. Et puis, ayons bien conscience qu'un confinement, si on le souhaite efficace, signifierait très concrètement la fermeture de beaucoup de nos commerces, mais aussi potentiellement celle de nos établissements d'enseignement, à l'instar de ce qu'ont fait la plupart des pays voisins. La France, l'UNESCO vient de le reconnaître, fait partie des pays qui sont parvenus à maintenir les écoles ouvertes le plus possible depuis le début de l'épidémie. Je vous le dis, ce choix et toutes les conséquences qu'il a entraînées pour nos enfants d'abord, pour la vie économique et sociale de la nation ensuite, est à mettre à l'honneur de notre pays et de toute la communauté éducative, à qui je veux exprimer ma reconnaissance et mon profond attachement. C'est pourquoi un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour. Notre niveau d'incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu'il était en octobre dernier, alors même que nous dépistons toujours autant. Vous disant cela, je veux être clair. Si nous y sommes contraints en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. L'objectif que nous devons nous fixer, ce n'est pas de retarder cette échéance, c'est de tout mettre en œuvre pour l'éviter. J'en appelle à la mobilisation des Françaises et des Français. Nous devons tenir ensemble, nous devons agir ensemble, plus que jamais. Nous avons engagé une course contre la montre avec cette épidémie, tant que la vaccination n'aura pas produit ses pleins effets. Et chaque jour compte. Et nous devons nous battre pied à pied, grâce aux armes dont nous disposons aujourd'hui. D'abord, en maintenant les mesures de restriction qui sont en vigueur. Beaucoup de secteurs font l'objet de fermetures ou de limitations, et le moment n'est pas venu de les alléger. Je sais parfaitement que ces mesures sont particulièrement difficiles à vivre pour chacune et chacun d'entre vous, et tout particulièrement pour les acteurs, les salariés, les professionnels des secteurs qui n'ont pu reprendre leur activité, ou encore pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Je mesure et je partage pleinement le désarroi et l'impatience. Car ce qu'ils veulent, ce n'est pas d'abord être indemnisés, ce n'est pas rester chez eux, c'est de pouvoir travailler. Je le sais, je le comprends, mais cela n'est pas encore possible. Car l'heure n'est pas au relâchement de nos efforts, l'heure est au respect maximal de nos règles communes. Ces règles, l'immense majorité d'entre nous les respectent. Mais il suffit qu'un faible nombre s'en affranchisse pour que le virus prospère, causant parfois des conséquences irrémédiables en raison de l'attitude irresponsable de quelques-uns. Il ne s'agit pas là d'une affaire de discipline simplement, mais tout simplement de respect des autres et de solidarité. L'heure est au renforcement de nos mesures chaque fois que cela est nécessaire, chaque fois que cela permet de réduire le risque et d'être plus efficace dans la lutte contre le virus. C'est le sens des décisions que je vous ai annoncées vendredi dernier et qui s'appliquent depuis quelques jours. Premièrement, la fermeture des frontières pour empêcher les variants de pénétrer sur notre territoire. Depuis dimanche, les déplacements à destination ou en provenance des pays étrangers extérieurs à l'Union européenne sont désormais interdits, sauf motif impérieux. Pourquoi une telle mesure ? Nous devons empêcher que des personnes porteuses d'un variant puissent arriver en France. Et cela commence par éviter d'aller se contaminer à l'étranger. Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher nos concitoyens qui sont aujourd'hui en déplacement à l'étranger de revenir chez eux. Il s'agit en revanche d'arrêter tous les déplacements qui ne répondent pas à une nécessité absolue, et c'est notamment le cas de tous les voyages touristiques. Pour entrer en France depuis un pays de l'Union européenne, il faut, vous le savez désormais, présenter un test PCR négatif
que l'on arrive par avion, train, bateau ou par la route. En parallèle de cette mesure de fermeture des frontières, les déplacements en direction ou en provenance de nos territoires d'outre-mer sont également concernés par l'interdiction de tout déplacement, sauf motif impérieux. Nous ne le faisons pas pour nous protéger cette fois-ci d'un risque accru dans ces territoires, car l'épidémie y circule encore très modérément, mais au contraire pour les protéger d'un risque de contamination en provenance de la métropole ou de l'étranger, comme le montre la situation de Mayotte, qui a été durement frappée par le variant sud-africain et où nous avons décidé aujourd'hui d'une mesure de confinement généralisée. J'ai conscience que toutes ces restrictions sont difficiles à vivre, surtout quand il s'agit de renoncer à des projets de voyage ou de déplacement. Mais c'est indispensable. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra tout à l'heure sur les mesures que nous prenons pour assurer la mise en œuvre de nos contrôles aux frontières, ainsi que sur le renforcement de nos contrôles de manière générale. Deuxième mesure, vous le savez là encore, la fermeture des grands centres commerciaux qui constituent des lieux de forte concentration et de brassage. Nous avons tous vu les images de ces centres bondés où les distances ne peuvent pas être respectées et les risques suffisamment maîtrisés. Nous avons également renforcé les jauges dans les commerces de plus de 400 mètres carrés. Nous veillerons évidemment à ce que les salariés et les propriétaires des 25 000 commerces concernés soient accompagnés sur le plan économique et social, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise pour tous les secteurs économiques concernés. Troisième mesure, le renforcement du télétravail. Il s'agit là en réalité d'un levier très puissant que nous n'utilisons pas suffisamment pour freiner l'épidémie. Le développement du télétravail est un enjeu de fond et de long terme dont les partenaires sociaux se sont saisis dans le cadre d'un accord qu'ils ont conclu en fin d'année dernière et qu'il leur appartient de décliner progressivement dans les entreprises. Mais la crise sanitaire exige de prendre des dispositions urgentes et exceptionnelles. Télétravailler partout où c'est possible devient impératif. Or, depuis la fin de l'année, le recours au travail s'est réduit, ce qui est d'autant plus regrettable que beaucoup d'entreprises n'avaient pas déployé toutes les possibilités d'en faire. Il y a encore trop de milieux professionnels où le télétravail serait possible, mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles. Les administrations publiques doivent en particulier montrer l'exemple et j'y veillerai. Elisabeth Borne reviendra dans quelques instants sur ce sujet très important. Quatrième mesure, le recours aux tests et à un isolement strict. Il y a, vous le savez, quasiment pas de grippe. En ce moment, c'est une des bonnes nouvelles de l'épidémie. Si vous avez de la fièvre, des maux de tête, la probabilité que vous ayez la Covid est donc grande. Au moindre doute, faites-vous tester. Nous disposons en France d'une capacité de tests parmi les plus développées et les plus accessibles de tous les pays européens. Les tests sont gratuits, disponibles à côté de chez vous et vous aurez un résultat en moins de 24 heures. Aux 20 000 personnes qui sont détectées positives chaque jour, je le redis, isolez-vous immédiatement, ne sortez pas de chez vous pendant 7 jours, aidez l'assurance maladie à identifier les personnes avec lesquelles vous avez été en contact, acceptez la visite à domicile d'un infirmier libéral qui vous est désormais proposé et permettra de tester vos proches. À cet effet, nous allons amplifier dès la semaine prochaine le déploiement de cette stratégie tester, alerter, protéger. Olivier Véran vous présentera dans quelques instants la nouvelle organisation que nous avons mise en place pour gagner encore en efficacité dans la détection du virus et remonter ces chaînes de contamination, comme on dit, avec une vigilance redoublée quand nous identifions des cas positifs liés aux nouveaux variants. Cette mobilisation générale pour freiner l'épidémie, nous devons la tenir tout le temps nécessaire pour que la vaccination, destinée à protéger d'abord les plus vulnérables et les plus exposés à la maladie, ait produit ses meilleurs effets. La campagne de vaccination a commencé il y a maintenant plus d'un mois. La route est encore longue, mais nous avons déjà atteint et même dépassé les premiers objectifs que nous nous étions fixés. 1,5 million de vaccinations ont été réalisées en janvier
au lieu d'1 million prévu initialement. Il est exact que d'autres pays ont démarré plus rapidement que nous, mais cela résulte d'un choix que nous assumons. Nous avons commencé par les publics pour lesquels la mise en œuvre de la vaccination est en effet la plus délicate et la plus longue. Les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée. Mais ce sont aussi les plus fragiles. Plus de 23 000 d'entre eux sont décédés depuis le début de l'épidémie, soit près d'un tiers des décès totaux, alors qu'ils ne représentent que 1% de la population française. D'ici la fin de la semaine, tous les résidents volontaires des EHPAD auront reçu leur première injection. 70% de cette population aura franchi cette première étape décisive dans quelques jours. Et elle sera totalement protégée d'ici le début du mois de mars, à l'issue des deuxièmes injections. C'est un taux d'adhésion remarquable, preuve que notre stratégie dans ces établissements était la bonne. Le temps que nous avons pris début janvier pour accompagner nos aînés vers la vaccination était important et il a porté ses fruits. La vaccination est certes une course de vitesse, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la qualité, de la sécurité et surtout de l'adhésion de nos concitoyens pour atteindre, pour chacune des priorités vaccinales, le pourcentage le plus élevé de personnes effectivement vaccinées. Nous assumons à ce titre de respecter le délai de 3 à 4 semaines entre les deux injections des vaccins Pfizer et Moderna, contrairement à d'autres pays, certes peu nombreux, qui ont cherché à vacciner un maximum de personnes en décalant à plus tard le rappel dont dépend pourtant l'efficacité finale de la protection vaccinale. Nous ne ferons pas ce choix périlleux sur le plan sanitaire et qui peut coûter cher à moyen terme. La confiance est là. De plus en plus de Français veulent se faire vacciner. Nous pouvons nous en réjouir, mais la partie n'est pas encore gagnée. La campagne de vaccination suit désormais un rythme soutenu, très soutenu. Nous avons vacciné hier et aujourd'hui plus de 100 000 personnes chaque jour, dont près de 70 000 en première injection. Il s'agit d'accélérer encore en direction de 3 publics particulièrement prioritaires: les personnes de plus de 75 ans, les personnes atteintes d'une pathologie grave et bien sûr nos soignants auxquels nous devons une attention particulière car ils sont plus que les autres exposés aux risques et que nous avons plus que jamais besoin d'eux pour assurer la prise en charge des malades. La mobilisation, je vous le dis, vous le savez, est remarquable. Professionnels de santé à l'hôpital et en ville, agents des agences régionales de santé et des préfectures, collectivités territoriales, associations, tous sont mobilisés pour relever ce défi. Dans chaque centre, il y en a aujourd'hui environ 1 000 en activité. Une équipe s'est constituée, souvent autour du maire, dans un dialogue constant et exigeant avec les représentants de l'État. Je tiens ici à les remercier vivement. La campagne repose sur eux. 2 millions de rendez-vous ont d'ores et déjà été pris. Pour autant, je n'ignore rien des difficultés qui ont été rencontrées. La principale d'entre elles étant liée à la déprogrammation de rendez-vous, liée à un retard de livraison de doses par les laboratoires en dépit des commandes contractualisées par l'Union européenne. Nous nous engageons à la plus grande transparence, centre par centre, territoire par territoire, pour donner le plus de visibilité possible au déploiement de cette campagne vaccinale. Mais comme les dernières semaines l'ont montré, la campagne de vaccination dépend des livraisons des laboratoires et nous oblige à nous adapter. C'est la raison pour laquelle la France et l'Europe agissent pour sécuriser nos approvisionnements en vaccins, déployer la production sur le territoire national et prévoir les étapes ultérieures. La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, y reviendra dans un instant. Je mesure aussi parfaitement l'angoisse de toutes ces personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas encore obtenu un rendez-vous, de leurs familles qui les aident dans leur démarche, ou qui attendent impatiemment et parfois avec anxiété qu'on les rappelle et qu'on leur donne des réponses.
C'est pourquoi je veux vous annoncer que nous allons ouvrir dans les prochains jours 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections. 500 000 rendez-vous fin février qui seront ouverts à compter de demain et 1 200 000 rendez-vous sur le mois de mars qui seront ouverts dès le milieu de la semaine prochaine. Ces nouveaux rendez-vous permettront de répondre à un grand nombre de demandes en attente et seront suivis encore d'au moins 500 000 rendez-vous supplémentaires sur le mois de mars que nous ouvrirons progressivement d'ici là, une fois confirmées les dates définitives de livraison. D'ici avril, nous atteindrons ainsi l'objectif fixé par le président de la République d'avoir proposé la vaccination à toutes les personnes de plus de 75 ans volontaires, et il faut qu'elles soient les plus nombreuses possibles, ainsi qu'aux personnes de moins de 75 ans atteintes de comorbidités graves. Par ailleurs, nous gardons pour objectif de proposer la vaccination à toutes les personnes de plus de 65 ans d'ici le mois de mai et d'avoir couvert tous les Français adultes d'ici la fin de l'été. S'agissant plus spécifiquement des personnes âgées de plus de 65 ans et présentant des comorbidités les rendant plus vulnérables à la maladie, je vous rappelle qu'elles peuvent d'ores et déjà se faire vacciner si elles ont l'une des affections ou pathologies parmi les plus graves qui figurent sur le site du ministère de la Santé. Enfin, comme vous le savez, la Haute Autorité de Santé a autorisé hier l'utilisation d'un nouveau vaccin en France, le vaccin AstraZeneca. Cela va nous permettre d'accélérer le rythme de vaccination. Grâce à ce nouveau vaccin, nous pourrons atteindre l'objectif de 4 millions de personnes ayant reçu leur première injection d'ici la fin du mois de février. Conformément à l'avis de la Haute Autorité en Santé, ce vaccin sera utilisé pour vacciner d'abord l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur âge, puis les personnes de 50 à 65 ans ayant des comorbidités, enfin l'ensemble des personnes de 50 à 65 ans. La première livraison de vaccins AstraZeneca, dès la fin de cette semaine, sera affectée aux établissements de santé pour protéger les professionnels de santé hospitaliers et de ville qui se battent en première ligne contre le virus. Et la vaccination, je vous l'annonce, devrait commencer dès ce samedi. Les conditions de conservation de ce vaccin, moins complexes que les deux premiers, nous permettront de confier ensuite, d'ici la fin de ce mois, aux professionnels de santé de ville, médecins généralistes, pharmaciens et infirmiers, la suite de cette campagne vaccinale. Ils ont toute votre confiance pour cela. Et cela nous permettra de renforcer encore la proximité de cette campagne vaccinale. J'invite le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, à approfondir en particulier notre nouvelle politique de dépistage. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, on parle souvent du triptyque tester, alerter, protéger. Je voudrais aujourd'hui mettre des images, des chiffres, du vécu derrière ce pilier incontournable de notre stratégie contre l'épidémie. Vous le savez, la France est depuis plusieurs mois maintenant l'un des pays qui réalise le plus de tests de dépistage Covid. Songez un instant que près de 4 tests sont réalisés chaque seconde dans notre pays, dans l'un des 12 000 points existants permettant de se faire tester grâce à l'incroyable mobilisation des laboratoires, des techniciens de laboratoire, des biologistes, des médecins, des pharmaciens, des infirmières. Parce que nous avons fait le choix de laisser l'accès aux tests totalement libre, c'est-à-dire sans ordonnance, et sans reste à charge, ce que, pour le coup, nous sommes l'un des seuls pays au monde à faire. Après une rentrée scolaire que vous savez difficile au mois de septembre, synonyme de délai d'attente, nous avons mis tous les moyens pour faciliter l'accès à ces tests. Priorisation des personnes symptomatiques, large déploiement des tests antigéniques ont permis d'améliorer rapidement et constamment la situation. Il vous prendra en moyenne une demi-journée entre le moment où vous voudrez être testé et le moment où ce test sera réalisé. Et dans 92% des cas, vous aurez le résultat du test dans les 24 heures et même dans les 20 minutes si vous procédez par des tests antigéniques. Nous allons désormais plus loin. Nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage
notamment en direction des établissements scolaires, en lien avec Jean-Michel Blanquer, mais également des universités, en lien avec Frédérique Vidal. De manière à renforcer l'acceptabilité du test, qui peut ne pas être agréable quand on est petit, nous attendons l'avis de la Haute Autorité de Santé sous 10 jours, qui nous permettra d'employer des techniques de prélèvement nouvelles par prélèvement salivaire dans des conditions que la Haute Autorité de Santé devra préciser. Sans attendre, nous nous équiperons et nous déploierons ces techniques pour qu'au retour des vacances scolaires, nous puissions réaliser plusieurs centaines de milliers de tests par prélèvement salivaire. Seule la technique de prélèvement change. Oubliez dans ce cas-là l'écouvillon dans le nez, on prélève de la salive. En revanche, l'examen se poursuit ensuite en laboratoire de la même manière que pour les tests que vous connaissez. Je le redis, nous ciblerons en priorité les enfants et les personnes qui ne peuvent pas bien supporter les tests par prélèvement nasopharyngé classique. En revanche, les tests salivaires rapides, il en est parfois question, on peut être interrogé, ce serait formidable si on pouvait disposer de tests salivaires qui vous rendent un résultat en quelques minutes, mais à ce stade, les études, qui ne sont pas très nombreuses, ne sont pas favorables à l'utilisation de ces tests parce que la sensibilité des tests qui existent aujourd'hui est trop faible. Si votre test est positif, vient alors le moment de vous alerter. C'est ce qu'on appelle le contact tracing, c'est-à-dire l'identification des personnes à alerter autour de vous, que vous auriez pu contaminer, mais aussi la recherche des personnes qui ont pu vous contaminer sans que vous le sachiez, et de manière, elle aussi, à les alerter. Nous renforçons continuellement les moyens humains et techniques dans les agences régionales de santé, au sein de l'assurance maladie. Ces milliers de personnes formées qui vous appellent dans les 24 heures, dans 93% des cas, et vous permettent de prévenir pour les personnes que vous auriez pu contaminer, afin qu'elles soient également et dans les mêmes délais alertées à leur tour. Et bien sûr, l'application Tous Anti-Covid, téléchargée par près de 13 millions de Français, et qui a déjà permis d'alerter 67 000 cas contacts potentiels. Là aussi, nous allons plus loin désormais, pour agir plus vite, plus fort, via la mobilisation de médiateurs de lutte anti-Covid, qui sont capables de faire du 3 en 1, vous tester, initier immédiatement sur place ce fameux contact tracing et vous guider dans votre mise à l'abri. Vient ensuite le troisième temps du pilier, du triptyque, la mise à l'abri, l'isolement, des cas des personnes dont le test est positif, ainsi que les cas contacts. Nous avons, depuis le premier jour, vous le savez, fait le choix de la confiance plutôt que le choix de la contrainte et de l'accompagnement des personnes dans leur isolement de 7 jours, parce que parfois ça peut poser des difficultés de se retrouver chez soi, d'ordre sanitaire ou d'ordre social, ou les deux. Depuis le 10 janvier, je rappelle que toute personne positive, cas contact ou cas symptomatique, dans l'attente d'un résultat de test qui doit être effectué dans les 48 heures, peut se déclarer via l'assurance maladie et bénéficier d'un arrêt de travail avec une prise en charge complète, 100 jours de carence avec indemnisation. C'est un système qui est efficace. 30 000 Français ont fait appel à cette télédéclaration en ligne sur le site de l'assurance maladie. Plus de 10 000 d'entre elles ont déclaré la positivité de leur test réalisé dans les 48 heures, signe que nous avons raison de faire confiance à l'esprit de responsabilité des Français. D'ailleurs, nous menons des contrôles par l'assurance maladie sans que ne soient remontées de situations anormales à ce stade. Vous êtes accompagné si vous êtes mis à l'abri. Contacté dans les 24 heures, vous l'êtes à nouveau à chaque fois que la situation l'exige, pendant les 7 jours qui suivent. Nous allons là encore plus loin, en vous proposant depuis le 20 janvier la visite d'une infirmière libérale ou d'un infirmier libéral chez vous, de manière à répondre à vos questions, vérifier que vous ne manquez de rien, tester si besoin les personnes qui partagent votre foyer. Dès la première semaine, plus de 16 000 visites ont été réalisées par des soignants au domicile des personnes en isolement. Et si vous êtes particulièrement isolé, sachez que vous pouvez aussi compter sur le soutien, l'appui de quelques 1500 travailleurs sociaux, avec l'appui de vos communes, de vos départements, qu'il s'agisse d'organiser le portage des repas chez vous, de vous aider dans vos courses ou pour la garde de vos enfants, pour vous proposer un hébergement si les conditions de votre logement ne permettent pas de vous isoler du reste de votre foyer, pour vous accompagner, pourquoi pas, dans vos démarches administratives, et évidemment, lorsque c'est nécessaire, vous apporter du soutien psychologique dans cette période difficile. Je crois pouvoir dire que nous n'avons rien à envier à nos voisins en matière de tester, alerter, protéger. Avant de conclure, je vais vous parler de la manière dont nous gérons cette menace réelle et qu'il faut prendre très au sérieux, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, et comment nous implémentons, nous améliorons encore ce
testés, alertés, protégés dans le cadre des variants, ces fameux variants du virus qui circulent sur notre territoire. Je vous ai déjà parlé lors d'une précédente conférence de presse un peu plus en détail du variant dit britannique, qui a la particularité d'être plus contagieux, mais a priori pas plus grave, même si certaines études anglaises suggèrent que la pression sanitaire pourrait être un peu plus importante. Les variantes sud-africaines et la variante brésilienne nous inquiètent encore davantage. D'abord parce qu'il existe moins de données sur les infections qu'ils entraînent. Ensuite parce que certaines études tentent à montrer qu'il y a davantage de réinfections. Et enfin parce que nous manquons d'éléments pour être pleinement sûrs que les vaccins seraient par exemple aussi efficaces sur ces variants que sur le coronavirus que nous connaissons habituellement dans notre pays. Nous faisons très attention, je vous le disais, d'autant que nous avons objectivé, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, des 4 variants, essentiellement du variant d'origine anglaise. Lui, on a toutes les raisons de penser que le vaccin est efficace et qu'il ne donne pas, je le disais, plus de formes graves. Mais nous identifions aussi du variant d'origine sud-africaine et depuis hier, 4 cas de variants d'origine brésilienne, notamment dans le Var, dans la région Ora, ainsi qu'à La Réunion. Notre objectif est clair. Nous voulons limiter au maximum la diffusion de ces variants, gagner du temps pour pouvoir vacciner et protéger les plus fragiles d'entre nous. La stratégie est au fond la même, mais les moyens, je le disais, que nous mettons en œuvre sont encore plus importants. Moyens diagnostiques d'abord, avec des nouveaux kits PCR dits multiplex, qui permettent de traquer la présence d'un variant lorsqu'un test PCR est positif, mais aussi avec le séquençage génétique massif des tests positifs, qui nous permet de suivre leur évolution. C'est ainsi que nous savons que 14% des cas positifs correspondent à des variants, pour l'essentiel d'origine anglaise. Une fois diagnostiqué, un patient atteint de variants est contacté sans aucun délai par des professionnels qui sont spécialement formés, de façon à identifier les conditions de leur contamination et identifier les cas contacts et enfin protéger tout le monde et casser les chaînes de contamination. Tout va ensuite très vite. D'abord pour garantir l'isolement des personnes, avec cette fois-ci la programmation systématique d'un passage d'un infirmier ou d'une infirmière au domicile du patient et l'activation automatique de ce qu'on appelle les cellules territoriales d'appui à l'isolement pour vérifier que les conditions permettent de garantir cet isolement dans de bonnes situations. À la fin des 7 jours d'isolement, la personne devra encore, pendant 7 jours complémentaires, limiter le plus possible ses contacts, porter un masque chirurgical et être particulièrement attentive à tous les détails. Dans un certain nombre de situations, il est arrivé qu'un patient revenant de l'étranger et dont les conditions d'acceptabilité de la mise à l'abri n'étaient pas assurées, soit comme la loi l'autorise et sur un décret individuel, un arrêté préfectoral individuel, mis sous isolement contraint et encore davantage accompagné. Je le redis, les variants, parce qu'ils sont plus contagieux, sont amenés à remplacer progressivement le Covid-19 dans la forme que nous connaissons. Nous ne pouvons pas les éradiquer, ces variants, parce que, par définition, ils diffusent dans le monde entier, ainsi qu'en France, et ils sont plus contagieux. Mais nous ne leur céderons aucune once de terrain. C'est dans une course contre la montre, c'est donc une course contre la montre que mènent les dizaines de milliers de professionnels mobilisés sur tout le territoire national. Et c'est une course contre la montre que vous nous aidez à mener, en respectant les gestes barrières, en vous faisant tester au moindre doute, en participant au contact tracing lorsque vous êtes appelé, en restant chez vous si vous êtes malade ou cas contact. Il n'y a rien qui relève du détail. Tout compte si nous voulons tenir ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. J'invite Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à vous présenter l'application des dispositifs de contrôle et de protection de notre pays que nous avons mis en œuvre. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs. Vendredi dernier, le Premier ministre a annoncé des mesures supplémentaires au couvre-feu pour lutter contre l'épidémie. Monsieur le Premier ministre vient de les rappeler. Et il m'a demandé d'appliquer une rigoureuse application de ces règles qui, je le sais, demandent des efforts et des renoncements pour beaucoup d'entre nous. Mais ces efforts ne doivent pas être ruinés par les dérapages de quelques-uns. Et c'est pourquoi, dès samedi dernier, les contrôles ont été intensifiés de manière très significative et continueront de l'être dans les prochains jours. Je voudrais d'ailleurs remercier les préfets, leurs équipes, les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux qui, mobilisés dans des proportions renforcées pour appliquer ces mesures de fermeté, sont tous les jours sur le terrain. Il s'agit tout d'abord des règles de couvre-feu et des contrôles qui portent sur les déplacements entre 18h et 6h du matin. Le renforcement de ces contrôles se traduit immédiatement par des chiffres.
Le nombre de ces contrôles a augmenté de 39% le week-end dernier par rapport au week-end précédent. Les verbalisations ont augmenté de 53%. Je rappelle que depuis le début du couvre-feu, c'est-à-dire le 15 décembre, quasiment 1,9 million de contrôles ont été faits par les policiers et les gendarmes et 177 000 amendes ont été notifiées. Je rappelle qu'elles s'élèvent à 135 € par personne. Par ailleurs, les nouvelles règles qui s'appliquent au commerce, comme la limitation de la fréquentation d'une jauge stricte, fixée à 10 mètres carrés par client désormais, et la fermeture de certains centres commerciaux ont été particulièrement contrôlés et continueront de l'être. Avec les services du ministère de l'économie, des finances et de la relance, les policiers, les gendarmes et les préfets travaillent au contrôle de 1264 établissements recevant du public, par exemple, qui ont fait l'objet de ce contrôle ce week-end, 2 fois plus que le week-end précédent. Nous avons encore pu être témoins avec Bruno Le Maire, avec Agnès Pannier, d'une trop forte affluence dans certains commerces. Nous l'avons rappelé que l'implication et la responsabilité de tous les responsables de ces commerces pour appliquer les normes sanitaires dans leurs établissements est très important. Les contrôles se tiendront encore ce week-end pour pouvoir le rappeler. Le ministre de l'économie a d'ailleurs annoncé que les aides seront suspendues dès lors que les commerces font l'objet d'une fermeture administrative à la suite des violations des règles sanitaires. Surtout, j'ai demandé aux forces de l'ordre d'être particulièrement vigilants sur le sujet des fêtes et des restaurants dits clandestins, et en premier lieu de leurs organisateurs. Ces événements, de plus en plus fréquents, alors que nous savons qu'ils favorisent la diffusion du virus, peuvent anéantir tous les efforts collectifs. Dans la journée d'hier, par exemple, 587 restaurants et débits de boissons ont été contrôlés. C'était 180 la veille de cette journée. Ces contrôles seront encore renforcés. Et je voudrais dire qu'ils ont fait naître une réponse ferme à la fois de la justice et bien sûr des services du ministère de l'Intérieur. 190 rassemblements festifs ont été démantelés par les forces de l'ordre, par exemple, et ont conduit à 208 interpellations et 156 ont donné lieu à des poursuites pénales. Contrôler la propagation du virus, c'est également, et c'est mon deuxième point, contrôler évidemment nos frontières à la suite des annonces qu'a rappelées Monsieur le Premier ministre. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'espace européen est interdite, sauf motif impérieux. Depuis lundi, depuis le début de cette mesure, les services de la police aux frontières, que je voudrais remercier, sont pleinement mobilisés dans les aéroports pour contrôler ces vols internationaux. 729 passagers au départ n'ont par exemple pas été autorisés pendant 2 jours à prendre leur avion parce qu'ils ne voyageaient pas avec ces fameux motifs impérieux. 41 passagers arrivant en France n'ont pas été admis sur le territoire national pour des raisons similaires. Par ailleurs, avec le ministre des Transports, M. Djebari, nous veillons à ce que les compagnies aériennes effectuent avec sérieux et responsabilité le contrôle des motifs de déplacement et la présentation d'un test PCR négatif. Le gouvernement n'a pas hésité et n'hésitera pas à sanctionner durement les compagnies aériennes peu scrupuleuses sur la réalisation de ces contrôles qui leur incombent en première intention, avant les contrôles réalisés, bien sûr, par la police aux frontières. À l'approche des vacances scolaires, les opérations de contrôle dans les aéroports seront particulièrement renforcées à ma demande. Ces mesures sont contraignantes, mais elles produisent des résultats. Depuis la mi-janvier, les dispositions prises pour limiter les déplacements internationaux ont permis de diviser par plus de 3 le flux de passagers des vols en provenance ou en direction de pays extérieurs à l'Union européenne. Nous sommes passés de 65 000 passagers jour à 20 000 passagers jour. Ainsi, limiter les brassages de population qui favorisent la propagation du coronavirus. Enfin, nous avons considérablement renforcé notre dispositif aux frontières terrestres. Depuis samedi, en effet, toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne est conditionnée à la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, sauf pour les routiers et les frontaliers. Dès le week-end dernier, des policiers et des gendarmes se sont déployés à nos frontières pour contrôler les axes routiers, mais aussi les lignes ferroviaires internationales. Au total, c'est quasiment 6 000 femmes et hommes de la police nationale et de la gendarmerie qui sont engagés à nos frontières terrestres, notamment pour s'assurer que les passagers en provenance des pays voisins sont en possession d'un test PCR négatif. Depuis lundi, 102 000 personnes ont été contrôlées à ces frontières, 680 ont été verbalisées d'une amende pour défaut de test PCR. Je sais que ces contrôles peuvent faire naître dans le quotidien, notamment pour les frontaliers, des difficultés. J'ai eu des échanges avec mes homologues, notamment mon homologue belge ce matin, afin de les limiter. Mais ces contrôles doivent pouvoir continuer de côté ou de l'autre de la frontière pour limiter, évidemment,
les arrivées sur notre sol. La période que nous traversons est évidemment difficile et elle demande des efforts. En premier lieu aux policiers, aux gendarmes et aux services de l'État que je remercie. Aux Français, qui pour l'immense majorité d'entre eux respectent les règles édictées. Seules ces règles peuvent, à ce stade, nous permettre en effet de maîtriser l'épidémie. Elle implique la mobilisation des services du ministère de l'Intérieur et sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre et continueront aujourd'hui, demain et les autres jours à pouvoir nous protéger. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'invite Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, à évoquer devant vous le très important sujet du télétravail. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Depuis le début du mois de novembre, le télétravail doit être la règle pour toutes les activités qui le permettent. Cela signifie que si vous pouvez réaliser toutes vos activités à distance, vous devez être en télétravail 5 jours sur 5. Aujourd'hui, près d'un tiers des actifs en France peuvent télétravailler facilement et donc participer à la lutte contre le virus en télétravaillant. Il apparaît toutefois que le recours au télétravail s'érode progressivement depuis fin novembre. Ainsi, selon la dernière enquête réalisée pour le ministère du Travail, parmi les actifs pouvant facilement télétravailler, 64% seulement ont télétravaillé au moins partiellement la semaine dernière, contre 70% début novembre, soit une baisse de 6 points. 30% seulement de ceux qui peuvent télétravailler à 100% le faisaient, contre 45% début novembre, soit une baisse de 15 points. Je sais que nous demandons un effort considérable aux salariés et que pour beaucoup, le télétravail est difficile à vivre. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut nous remobiliser car le télétravail est un levier essentiel pour limiter la circulation du virus. Une étude récente menée par le professeur Arnaud Fontanet indique que les risques de contamination sont diminués de 20% pour les personnes qui sont en télétravail partiel et de 30% pour celles qui sont à temps complet. Nous n'entendons pas revenir sur les règles actuelles. C'est sur leur application effective par toutes les entreprises et par tous les salariés qu'il est indispensable de progresser. C'est pourquoi je demande à chaque entreprise de se mobiliser sans délai sur les 2 priorités suivantes. La première, c'est de réduire la part des salariés qui ne télétravaillent pas du tout. Les enquêtes dont nous disposons nous montrent qu'au moins un tiers des salariés dont les postes sont télétravaillables ne télétravaillent pas du tout. Notre objectif, c'est que ces quelques 2,5 millions de salariés se mettent ou se remettent à télétravailler. La deuxième priorité, c'est que les salariés qui télétravaillent aujourd'hui 1, 2 ou 3 jours par semaine fassent au moins un jour de télétravail en plus. Chaque jour compte. S'agissant des salariés qui télétravaillent à 100%, nous maintenons la possibilité de revenir sur le lieu de travail un jour par semaine pour celles et ceux qui en expriment le besoin, notamment s'ils souffrent d'isolement. Il est important de leur redonner des moments de lien social. Mais cela doit rester une soupape en cas de nécessité. Par ailleurs, une étude réalisée par mon ministère montre également un relâchement plus prononcé du télétravail dans certains secteurs. C'est le cas notamment de la banque et de l'assurance, de la communication, de l'informatique, des activités immobilières et juridiques. Je réunirai donc les branches professionnelles concernées en début de semaine prochaine pour m'assurer que les mesures nécessaires auront été prises. Comme toujours, le bon équilibre se définit dans le dialogue social au plus près du terrain. C'est pourquoi j'appelle tous les chefs d'entreprise et les représentants des salariés à organiser des concertations au sein de chaque entreprise dans les meilleurs délais. J'ai envoyé hier une lettre de mobilisation en ce sens aux responsables des principales organisations patronales et syndicales. Pour que ces règles soient bien appliquées, j'ai demandé à l'Inspection du travail de rester mobilisée. Depuis le début de la crise, elle a effectué près de 65 000 interventions sur l'application des règles sanitaires en entreprise. Les inspecteurs, que je remercie, vérifieront systématiquement la bonne mise en œuvre du télétravail à l'occasion de chaque contrôle.
Je suis consciente que c'est un gros effort qui est demandé aux chefs d'entreprise et à chaque salarié. Je rappelle que nous avons lancé une ligne d'écoute pour les salariés qui souffrent d'isolement, dont le numéro s'affiche à l'écran. Mais cet effort est nécessaire pour lutter contre le virus, tout en préservant la vie économique et sociale de notre pays. Chacun a un rôle à jouer. C'est ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'invite maintenant sur la question majeure de l'approvisionnement et de la distribution des vaccins Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, à vous donner des précisions. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs. Je ferai d'abord le point sur les commandes et les livraisons. L'Union européenne a à ce jour commandé plus de 2,6 milliards de doses de vaccins. Ces commandes sont fermes. Ce sont des commandes qui portent sur des vaccins qui disposent aujourd'hui de l'autorisation de mise sur le marché ou qui concernent des candidats vaccins qui pourront obtenir, au terme de leur processus d'essai clinique, une autorisation. Elles sont également assorties d'options. L'essentiel de ces doses, je le rappelle, ont été sécurisées cet été. C'est près de 90% de ces doses qui ont été sécurisées cet été par l'Union européenne avec le soutien des 27 États membres. La Commission européenne continue à étudier tous les candidats vaccins susceptibles d'être fournis rapidement dans des centres de vaccination. Elle vient de conclure 2 préaccords, par exemple avec Novavax et Valneva. Les 3 premiers vaccins sélectionnés par l'Union européenne, c'était donc cet été, à un moment où nous ne disposions d'aucun élément sur les essais cliniques, ont obtenu une autorisation de mise sur le marché de l'Agence du médicament européen. Les Européens ont ainsi accès au plus grand nombre de vaccins, ou un plus grand nombre de vaccins que l'essentiel des citoyens des autres pays. Chacun de ces vaccins a par ailleurs fait l'objet d'une validation rigoureuse par une autorité indépendante qui garantit la sécurité et l'efficacité de ces produits. 2 nouveaux laboratoires, Janssen et Novavax, viennent d'entrer en discussion avec l'Agence du médicament européen et espèrent obtenir l'approbation de leurs vaccins dans les prochaines semaines. En parallèle, nous nous sommes assurés pour chacun de ces vaccins que la production puisse être réalisée en Europe. L'enjeu est de garantir dans la durée notre indépendance d'approvisionnement. C'est ainsi que l'essentiel des doses aujourd'hui qui sont acheminées vers la France sont produites en Europe et en Europe. Compte tenu de ces perspectives, je peux donc vous confirmer que la France sera en situation de vacciner tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin de l'été, comme cela a été indiqué par le Président de la République et par le Premier ministre. Je veux également redire une chose. Mettre au point des vaccins efficaces et fabriquer des millions de doses en moins d'1 an est une prouesse scientifique, technologique et industrielle. Cela n'a jamais été réalisé de mémoire d'homme. Nous sommes maintenant dans une phase de montée en puissance de la production. Cette montée en puissance de la production conditionne l'augmentation de nos livraisons. Cette phase de massification de la fabrication, et notamment les transferts de technologies qui sont nécessaires, sont une phase délicate et critique. C'est pour cela qu'il faut s'attendre à des phases de mise au point, de ralentissement, puis d'accélération des productions dans les sites de fabrication, comme nous l'avons vécu récemment dans les sites de BioNTech, de Moderna et d'AstraZeneca. Ces tensions sur la production sont traitées par les équipes européennes et par les équipes françaises avec la plus grande fermeté, ce qui paraît évidemment normal. D'abord, nous travaillons étroitement avec les laboratoires et les industriels pour les aider à augmenter leur capacité de production, à multiplier les lieux de production. C'est le sens de la réunion qui s'est tenue mardi soir autour du Président de la République. Deuxièmement, nous contrôlons et auditons les usines, en particulier celles qui peuvent présenter des difficultés, pour nous assurer et prendre la mesure de ces difficultés et accompagner les industriels. Troisièmement, nous contrôlons désormais les doses exportées en dehors de l'Union européenne. Enfin, nous veillons à ce que les contrats soient respectés et que les doses qui ne peuvent être livrées depuis les usines européennes soient, le cas échéant, livrées depuis d'autres sites de production. Il y a
la négociation sur les livraisons et la négociation sur les sites de production. Il ne faut pas mélanger les deux. Nous devons maintenant mobiliser toutes les entreprises qui en ont la capacité pour produire des vaccins. Produire un vaccin ou un nouveau vaccin pour des milliards de personnes, qui est un concentré de connaissances scientifiques et qui repose pour les vaccins à ARN messager comme celui dont nous disposons aujourd'hui, ceux dont nous disposons aujourd'hui, BioNTech et Moderna, c'est-à-dire des technologies nouvelles, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Il faut habituellement 18 à 30 mois pour réaliser ce travail. La France contribuera à produire, dès les prochains mois, 4 vaccins en France. Le Moderna à partir du mois de mars. Le BioNTech à partir du mois d'avril. Le CureVac, si ce vaccin reçoit son autorisation de mise sur le marché, à partir du mois de mai. Et le Sanofi à partir du mois de juin. Ceci est le fruit d'un travail entamé dès juin dernier, 2020, par le gouvernement, s'agissant des vaccins Moderna, BioNTech et CureVac, puisque nous avons accompagné et financé les lignes de production dans 3 sites industriels français qui vont accueillir ces productions. Sous l'impulsion du président de la République, nous continuons à mobiliser les laboratoires et les industriels pour mettre en place de nouvelles capacités de production. L'engagement de Sanofi à produire 100 millions de doses en 2021 pour BioNTech, annoncé courant janvier, est un exemple de coopération que nous avons organisée et que nous souhaitons renouveler. Pour ce faire, un commando vaccin sous ma responsabilité directe, qui réunit des experts du privé et du public, est en contact permanent avec l'ensemble des acteurs de la production afin de mobiliser tous les leviers pour produire plus et plus vite. Nous le faisons en lien avec la Commission européenne, qui vient d'annoncer la mise en place d'une task force d'industrialisation et de soutien à la production de vaccins sous l'égide des commissaires Kyriakides et Breton. Tous les laboratoires et sous-traitants sur le territoire national ont répondu présents pour participer à cette mission. C'est grâce à cette méthode d'action coordonnée que les pays de l'Union européenne sortiront ensemble de cette crise qui ne connaît pas de frontières. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Mes chers concitoyens, gérer une crise sanitaire, une crise inédite, une crise qui évolue à l'image des variants, c'est forcément concilier plusieurs paramètres, plusieurs critères et rechercher le bon point d'équilibre en sachant que celui-ci évolue nécessairement au fil du temps et de l'évolution de la maladie elle-même. Mais de tous ces critères à prendre en compte, celui que nous avons toujours privilégié, c'est le critère sanitaire, c'est la protection de votre santé. Ce critère doit être le premier et il doit le rester, même s'il nous conduit parfois à prendre des décisions impopulaires. C'est là notre responsabilité et j'entends l'assumer pleinement comme je l'ai toujours fait. Mais en veillant toujours à bien prendre en compte aussi les conséquences de nos décisions sur toutes celles et ceux qui en subissent les effets, directement ou indirectement. C'est le sens des mesures que nous avons prises et ajustées au cours des derniers mois et des dernières semaines pour nous mettre en capacité de maîtriser l'évolution du virus. Ces mesures ont vocation à se poursuivre. C'est pourquoi nous avons intensifié et nous allons encore adapter les mesures d'accompagnement économique, social, psychologique. Jamais la solidarité nationale envers eux et plus généralement envers tous nos concitoyens qui sont dans la souffrance matérielle et humaine n'a pris autant son sens. Et croyez-moi, lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, la France n'a pas à rougir. Loin s'en faut. Bien loin en tout cas des éternelles critiques et de l'autoflagellation à laquelle nous cédons trop souvent. Nous avons besoin d'un effort collectif fort, de civisme, je dirais même d'une mobilisation générale pour que nous fassions reculer le virus. Les vacances d'hiver débutent, pour certaines zones, demain soir. Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions. Une telle mesure aurait été justifiée si la circulation du virus était très inégale. Selon les régions, ce n'est pas le cas. Pour autant, plus que jamais, nous devons éviter tout relâchement. Comme vous l'avez fait à l'occasion des fêtes de fin d'année,
je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés, pour celles et ceux d'entre vous qui pouvaient en prendre. Vous faire tester, vous isoler au moindre doute, appliquer les gestes barrières, respecter les règles communes. Plus que jamais, ces bonnes pratiques quotidiennes sont au cœur du combat contre la pandémie. Surtout si nous avons la volonté commune d'éviter un nouveau confinement, c'est-à-dire de fermer nos commerces ou nos écoles. Surtout si nous avons la volonté commune de soulager nos soignants et nos services hospitaliers. Nous sommes engagés depuis des mois, mes chers concitoyens, dans un long combat. Un combat qui va durer, qui n'est pas terminé, qui suppose résistance et persévérance, sens de la solidarité et des responsabilités. Et je sais que nous en sommes parfaitement capables. Nous l'avons prouvé et nous le prouverons encore. Il faut tenir ensemble. Je vous remercie. Et nous nous tenons prêts, mesdames et messieurs, avec les ministres, à répondre à vos questions. Bonjour, Loïc Besson, BFM TV. Monsieur le Premier ministre, que dites-vous aux Français qui s'apprêtent à partir en vacances et qui ont peur d'un nouveau confinement pendant qu'ils y sont? Parce que vous avez parlé de la situation, elle est constante, mais elle est progressive en termes de contamination, dont de plus en plus de variants susceptibles de tout accélérer. Il y a déjà des centres hospitaliers qui s'apprêtent à déprogrammer. À partir de quel seuil précis estimez-vous qu'un nouveau confinement se justifierait? Et puis j'en profite pour demander une petite précision sur les contrôles aux frontières terrestres, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un se présente sans test? Est-ce qu'il reçoit juste une amende, ou bien est-ce qu'il est refoulé, testé et peut-être isolé de manière contrainte? Merci beaucoup. Une deuxième question, puis on va répondre. Monsieur le Premier ministre, bonjour, Camille Collin pour TF1 et LCI. J'ai d'abord une question justement sur les consignes sanitaires. Diriez-vous aujourd'hui que les gestes barrières scrupuleusement respectés pourraient être finalement plus efficaces, ou tout du moins aussi efficaces qu'un reconfinement? Et puis sur le variant anglais, une étude de l'INSERM notamment prévoit que le variant anglais prenne le pas sur la souche qui circule actuellement en France à la fin du mois ou au début du mois de mars. Est-ce que ce serait dans ce scénario une condition justement de reconfinement, pour rejoindre la question de mon collègue? Merci. Merci beaucoup. Donc je vais demander au ministre des Solidarités et de la Santé de venir me rejoindre, puisque l'essentiel des questions s'adresse à lui, puis nous viendrons à la question du contrôle aux frontières terrestres. Monsieur le ministre. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce qu'on veut éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie. Vous avez l'épidémie de Covid-19 qu'on connaît bien, le coronavirus qui sévit depuis 1 an en France et dans le monde. On en connaît les caractéristiques, on en connaît la contagiosité. Et il y a l'apparition de ces variants. Il y a beaucoup de variants qui peuvent émerger dans un virus comme le Covid, mais certains, on n'en parle pas parce qu'ils sont moins contagieux ou autant contagieux et ils ne se font pas leur place au sein de l'épidémie mondiale. Et puis certains, parce qu'ils sont justement plus contagieux, circulent plus vite et prennent petit à petit de l'importance là où ils circulent jusqu'à devenir majoritaires. Et la question que vous posez, au fond, et c'est la question que nous travaillons constamment au quotidien avec les scientifiques sur la base de l'observer à l'étranger, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, tous ces pays qui sont en confinement et avec des épidémies qui font rage. La question, c'est qu'est-ce qui se passe effectivement si le variant, qui est plus contagieux, devient majoritaire? C'est le risque de la vague épidémique que nous voulons à tout prix éviter. Raison pour laquelle il y a le couvre-feu à 18h, raison pour laquelle il y a le renforcement des mesures de gestion, comme la fermeture des frontières, l'augmentation du télétravail, tout ce que nous pouvons faire et tous ces gestes du quotidien, le respect des gestes barrières, qui est un levier puissant. Je ne dirais pas qu'il est plus important et plus efficace que le confinement, mais ce qui est sûr, c'est que plus nous respectons les gestes barrières, plus nous éloignons la menace d'une épidémie qui justifierait de prendre des mesures de restriction collective comme un confinement. Donc c'est vraiment ça. Et donc on surveille, on voit que pour l'instant, effectivement, le variant anglais notamment, il augmente petit à petit dans notre pays. Il augmente d'environ 50% par semaine. Grâce au couvre-feu, entre guillemets, il n'augmente que de 50% par semaine. Au Portugal, par exemple, il augmente entre 80 et 100% par semaine. En tout cas, avant qu'ils aient mis en place un confinement. Donc ce qu'on veut, c'est le freiner le plus longtemps possible. À mesure qu'on le freine, le temps que nous gagnons sur la montée du variant nous permet de vacciner davantage de personnes. Près de 2 millions d'injections ont été réalisées à ce soir. Nous allons amplifier, continuer
à mesure que les doses arrivent, comme l'a expliqué Agnès Pannier-Runacher. Plus nous protégeons les plus fragiles, plus nous éloignons le risque que s'il devait y avoir véritablement une épidémie de variants, elle n'emporte des conséquences sanitaires importantes dans la population. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée d'une course contre la montre. Chaque jour que nous gagnons, sans avoir d'explosion du variant, est un jour qui nous permet de protéger davantage de personnes. Les conditions météo seront meilleures aussi au fur et à mesure des semaines. On sait que le virus circule manifestement moins facilement quand les jours sont meilleurs. Là, actuellement, nous avons plutôt une belle période d'ailleurs en France. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. Quand on dit tenir ensemble, c'est ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour les contrôles aux frontières terrestres. Oui, alors il y a plusieurs types effectivement de cas. D'abord, à ces frontières terrestres, est-ce qu'il s'agit de citoyens français binational ou français? Évidemment, nous ne pouvons pas refouler les citoyens français, même s'ils n'avaient pas de test et qui voudraient rentrer sur le territoire national. Mais évidemment, une amende est prise, ainsi effectivement qu'une incitation très forte à s'isoler. S'il s'agit de personnes qui sont en dehors de l'Union européenne ou de citoyens européens mais qui ne sont pas des frontaliers, une instruction du Premier ministre va être prise, et le droit européen nous le permet, éviter les admissions sur le sol national, et donc ne pas les faire rentrer sur le territoire national. Et puis évidemment, il y a des exceptions que j'ai évoquées, les frontaliers et les routiers, qui ne sont pas soumis à ce sujet, même s'ils peuvent effectivement être contrôlés dans le flux des passages terrestres des véhicules. Je rappelle d'ailleurs que pour les étrangers qui viendraient de l'extérieur de l'Union européenne, ils peuvent, eux, ne pas être admis du tout sur le territoire national et réadmis dans leur pays. C'est le cas notamment, évidemment, dans le cas des aéroports ou dans des grands trafics internationaux. Oui, d'abord, je voudrais redire que par rapport aux vacances, je voudrais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, puisque vous avez, dans cette question, évoqué la perspective d'un confinement qui surviendrait pendant que les gens sont en vacances, ce qui est une perspective qu'on ne peut pas, effectivement, exclure. Notre intention, bien sûr, est d'autoriser les gens à regagner, dans ces conditions, leur domicile. Je dis ça parce que c'est une question que vous n'avez pas posée, mais qui revient de manière régulière et que je voulais donc clarifier devant vous. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. Il y a eu donc ces derniers jours une promesse de vaccination pour tous les adultes à l'été. Est-ce que cette promesse ne risque pas de créer des déceptions? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception et finalement un risque politique à faire ce type de promesse? Vous en seriez, ainsi que le président comptable. Et puis pour compléter la question de mon confrère de BFM TV sur un possible reconfinement, on comprend donc que cette option est possible. Vous avez noté probablement l'anxiété que l'attente, l'incertitude crée chez de très nombreux Français. On a vécu une séquence il y a une dizaine de jours où on a tous collectivement cru qu'il y aurait un reconfinement imminent, on dit certains, ou un reconfinement serré, a dit notamment l'un de vos ministres. Est-ce que vous donnerez des signes dans les jours précédents? Je fais juste une parenthèse pour dire que ce n'était pas uniquement la presse qui a inventé ça. Ce que la presse a relayé, c'était évidemment les conseillers et les ministres qui en parlaient. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Jérémy Marot de l'AFP. Quelques questions juste pour les services de l'AFP. Vous tablez sur 4 millions de personnes vaccinées à la fin février. Des chiffres dont on dispose, on comprend que 8 millions de doses seront reçues par la France à cette période-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce delta, même si l'on comprend bien qu'une partie de ces doses, de ce delta, sera pour la deuxième injection? Une question sur les traitements. Est-ce qu'il y a des espoirs en la matière? Est-ce que la recherche française, qui avait été un peu plus à la peine sur les vaccins, a des espoirs d'être cette fois-ci en pointe sur la question des traitements? Et enfin, vous avez annoncé 500 000 rendez-vous qui seront ouverts d'ici demain. Est-ce que ce sont les 500 000 mêmes qui avaient été annoncés, qui auraient dû être ouverts la semaine dernière? Très bien. J'invite le ministre de la Santé, parce que l'essentiel des questions le concerne. Simplement par rapport à la question d'Europe 1, sur le reconfinement par reconfinement que vous avez évoqué, en réalité, ce qui crée de l'anxiété, messieurs, dames, comme toujours, c'est le virus et ses incertitudes. Bon. Donc, effectivement, face à la situation actuelle, qu'il y ait eu des interrogations, je n'ai fait état dans mon intervention, je l'ai dit vendredi, sur la perspective ou la possibilité de reconfiner, je vous le confirme. Je vous le confirme. J'ai également indiqué
nous avons dit que malheureusement cette perspective n'avait pas disparu. Simplement, pour toutes les raisons que nous avons dites, il faut nous donner collectivement les moyens de l'éviter et de tout faire pour qu'elle ne se produise pas, parce que, faut que nous soyons tous bien d'accord, il y a, je l'entends, des personnes qui sont favorables au reconfinement, mais pas favorables aux mesures que ce reconfinement entraînera nécessairement. On les connaît maintenant, malheureusement, nous avons une grande expérience. Qu'est-ce qui reste à fermer? Les commerces qui ne sont pas des commerces vendant des services ou des biens dits de première nécessité. Mais vous savez déjà qu'avec le couvre-feu à 18h, avec les mesures que j'ai annoncées vendredi dernier sur les très grands centres commerciaux, on a déjà joué, si j'ose dire, sur ce levier. Puis après, il y a les établissements scolaires. Bon. Donc, il faut bien comprendre et admettre que toutes ces dispositions entraînent des conséquences, y compris sanitaires, y compris psychologiques, qui sont très dures. Même à laisser de côté les questions économiques, puisque je vous l'ai dit et je l'assume, le sanitaire d'abord. Bon. Donc, il y a des questions qui se posent, il y a des interrogations liées effectivement au virus, au fait qu'il varie. Pour l'instant, nous avons dit qu'il n'y a pas nécessité de reconfiner. Appliquons tous ensemble tous les leviers à notre disposition pour essayer d'éviter cette perspective. Mais je pense qu'il serait tout aussi malhonnête de dire qu'elle est définitivement écartée. Voilà. Je crois aussi que faire part à nos concitoyens des questionnements qui se posent, des incertitudes qu'il y a, c'est aussi gérer dans la transparence cette épidémie. C'est ne pas les infantiliser. C'est-à-dire, voilà, nous essayons de prendre à un moment déterminé les meilleures décisions possibles pour vous protéger et pour prévenir la progression de l'épidémie. Monsieur le ministre de la Santé. Deux questions, je crois, qui m'étaient adressées. Un, sur le nombre de vaccinés à la fin du mois de février. Souvenez-vous, nous avions dit qu'il y aurait entre 2,4 et 4 millions de Français qui recevraient une première injection de vaccin d'ici à fin février. Nous serons entre 3,5 et 4 millions de Français qui auront reçu une première injection à la fin du mois de février. Et vous l'avez dit vous-même, il y a des rappels de vaccination. Je vous donne les chiffres de ce soir. 1 766 000 premières injections ont été faites dans notre pays. 189 000 rappels de vaccination ont été réalisés, c'est-à-dire près de 2 millions d'injections. Mais à mesure que les semaines s'enchaînent, le nombre de rappels de vaccination va devenir de plus en plus important. Et lorsque nous aurons plus de doses, c'est-à-dire au mois de mars, on pourra augmenter encore le nombre de primo-injections. Donc les chiffres sont bons. Et je rappelle que nous ne gardons aucun vaccin dans aucun centre national. Tout est déployé dans les territoires. Je vais vous donner un exemple. Nous serons livrés normalement demain soir avec les premières doses d'AstraZeneca, 250 000 doses de vaccin AstraZeneca. Après-demain, ces doses seront dispatchées dans les 100 hôpitaux pivots du territoire national. Et j'ai réuni ce midi l'ensemble du monde hospitalier qui gère et qui pilote la politique de vaccination, en visio, je vous rassure. Et je leur ai demandé à ce que dès samedi après-midi, les vaccinations de soignants âgés de 65 ans et moins avec le AstraZeneca puissent démarrer. Donc on sera, pour le coup, dans un démarrage extrêmement rapide parce que tout est prêt et tout est mis en place et ça fonctionne bien. Deuxième question que vous avez posée, c'est sur les traitements, les perspectives thérapeutiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a réuni des responsables du monde de la santé, des grands scientifiques, mais également les agences sanitaires ainsi que des laboratoires pour envisager avec eux l'ensemble des traitements qui pourraient être intéressants et qui pourrait être intéressant de tester aussi, notamment sur le territoire national, dans les jours et les semaines à venir. De ces réunions extrêmement productives ont germé un certain nombre de pistes thérapeutiques. Je pense notamment à ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. C'est des médicaments complexes, mais qui permettent, dans des études publiées notamment aux États-Unis, de réduire l'apparition de formes graves chez des publics particulièrement fragiles. Nous sommes en train d'avancer sur ce terrain. Nous avançons rapidement. Il y aura des annonces qui seront faites prochainement. Ce n'est pas tout de suite ce soir, mais ça viendra bientôt. Merci, monsieur le ministre. Allez, deux dernières questions. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Deux questions. D'abord, sur la réouverture des restaurants et des lieux culturels. L'Italie a été en mesure de donner une date récemment. Est-ce qu'à défaut de donner une date de réouverture, vous pouvez au moins
leur donner une perspective d'éclaircie. Et puis une question aussi sur les vacances. Vous avez parlé d'un appel à la prudence, mais les Français pourront éventuellement être confrontés à des embouteillages liés au chassé-croisé entre les différentes zones. Le week-end dernier, plusieurs personnes coincées dans les bouchons ont été verbalisées. Est-ce qu'à l'occasion d'un chassé-croisé, il y aura une tolérance? Merci beaucoup. Bonsoir, Romain Cluzel pour RMC. Une petite précision concernant notamment les variants brésiliens. Vous avez annoncé plusieurs cas détectés en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où venaient ces personnes? Est-ce qu'elles venaient d'un voyage à l'étranger? Est-ce que des cas contacts ont été recensés suite à cette détection? Par ailleurs, est-ce qu'on sait si le vaccin AstraZeneca est efficace par rapport à ce variant brésilien et sud-africain? Une toute dernière précision, le vaccin AstraZeneca, pour l'instant, n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans. Vous attendiez des données plus précises. Est-ce que vous savez à peu près quand vous pourrez avoir des nouvelles données qui permettraient d'éclaircir ce point? Merci. Merci beaucoup. Alors, je demande au ministre de la Santé de s'approcher à nouveau. Simplement sur les lieux culturels et les restaurants et les perspectives qui ont été demandées. Bon, donc c'est clair, pour l'instant, il n'y a pas de perspective à court terme. Bon. Nous travaillons avec eux parce que les ministres concernés, les professionnels nous disent souvent, écoutez, on préférerait que vous nous donniez une perspective même très éloignée plutôt que d'aller d'étape en étape. Bon. J'ai déjà indiqué en tout cas que, je l'ai dit parce que vous pourriez aussi poser la question pour les stations de ski, je leur ai dit que de toute façon le mois de février était définitivement compromis. La seule chose que je suis en mesure de vous dire, c'est que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, travaille avec les professionnels et sans doute à établir une distinction entre les établissements recevant du public culturel dit circulant, c'est-à-dire pas où on est assis dans un lieu clos, par exemple les musées, où on pourrait avoir effectivement, dans ce souci de prévisibilité, une ouverture plus anticipée de ces ERP que des autres. D'accord ? Bon. Donc, ceci, on y travaille. On va essayer de leur donner de la visibilité, mais vous comprenez que la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, il ne serait pas raisonnable de ma part de parler de réouverture. Les gens diront là, pour le coup, n'y comprendraient plus rien. Bon. Donc, oui à des travaux pour donner des perspectives, non pour annoncer ce soir des dates précises. Monsieur le ministre de la Santé. J'étais en train de regarder une situation pratique pour pouvoir être précis sur la question du variant, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment fonctionnent les équipes des ARS et de l'assurance maladie. Quand je disais mettre des images, des chiffres derrière ce qu'on appelle le contact tracing. Par exemple, il y a un des cas de variant brésilien identifié, qui est une femme qui revenait de Manaus, au Brésil, où vous savez que sévit une épidémie importante avec du variant brésilien. Elle n'est pas rentrée directement en France, elle a fait Manaus-São Paulo, São Paulo-Francfort, Francfort-Paris, Paris-Marseille. Elle avait été testée avant le départ, quelques jours auparavant, mais elle est arrivée en Allemagne en l'occurrence et pas en France. Le détail est important parce que les protocoles n'étaient pas forcément identiques. Elle a présenté des symptômes peu après son arrivée en France, s'est fait tester, s'est révélée positive. Comme il y avait une alerte sur la possibilité qu'il y ait des variants brésiliens, c'était les premiers jours où il était vraiment question de ces variants. Elle a été mise en isolement strict avec visite d'infirmières à domicile, intervention des cellules territoriales d'appui à l'isolement, j'en parlais tout à l'heure, pour apporter tout le soutien sanitaire, social et vérifier que les conditions étaient bonnes. Le contact tracing a été fait par l'ARS immédiatement. Une autre personne a été identifiée qui avait voyagé avec elle, qui a également été isolée comme cas contact. Et un certain nombre de cas contacts autour de ces deux personnes ont été placés à l'isolement, le temps de pouvoir tester tout le monde. Et en l'occurrence, il n'y a pas de chaîne de contamination. Un autre cas de variant, de personnes atteintes de variant brésilien, je le disais, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, est une personne qui avait voyagé et qui travaille dans les hôpitaux de Genève. Donc l'ARS, cette fois-ci de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a identifié immédiatement des cas contacts au sein de l'hôpital où cette personne travaille. 10 personnes sont positives en attente de recherche de variants. Et à chaque fois qu'il y a une suspicion
parce qu'il y a un déplacement ou parce qu'il y a un contact avec une personne qui a été en déplacement dans une zone où on peut trouver du variant, non seulement l'isolement est vraiment strict avec un accompagnement important, mais il est procédé à un séquençage génétique, c'est-à-dire qu'une fois que la PCR est positive, le test est positif, on va vérifier s'il s'agit du variant ou non. Dans le doute, on fait comme si c'était un variant. Et lorsque c'est confirmé, eh bien, on l'annonce, comme je l'ai fait un peu plus d'un an maintenant, à Contamine-Montjoie, si vous vous en souvenez, en Haute-Savoie. Quand je dis qu'on considère ces variants comme quasiment des nouveaux virus, c'est qu'on les traite comme si c'était des virus qui, jusqu'ici, n'étaient pas encore en circulation sur le territoire. Ce n'est plus le cas pour le variant anglais, on y prête une attention particulière, mais on a davantage d'éléments et d'informations, je le disais. Mais pour le variant originaire d'Afrique du Sud et le variant brésilien, on les traite véritablement comme des nouveaux virus à part. Bien. Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour les questions d'embouteillage ou de tolérance aux embouteillages. Et puis nous arrêterons là. Oui, très rapidement, Monsieur le Premier ministre, il est évident que chacun doit respecter la règle et que cette règle fait qu'à 18h, il y a un couvre-feu et que ce couvre-feu, c'est la situation la plus satisfaisante. Je mets évidemment des guillemets pour éviter les mesures de confinement plus strictes. Et que si l'attitude est laissée aux forces de l'ordre pour entendre les excuses ou les difficultés de sécurité routière que l'on peut comprendre et que l'on a parfois constatées, évidemment, elles ne peuvent pas être une règle générale édictée devant vous. Donc à partir des vacances, comme en dehors des vacances, il faut savoir respecter le fait qu'à 18h, c'est aux Français de s'organiser, il faut être arrivé à son lieu de destination. De même que nous fermons un certain nombre de lieux de commerce ou d'activités professionnelles souvent, 18h, c'est le moment, non pas où on doit partir, mais le moment où on doit arriver. Alors l'attestation et les papiers qui en général accompagnent cette attestation, on peut montrer qu'il y a des contre-exemples et le prouver évidemment aux forces de l'ordre. Mais je souhaite effectivement que cela soit le plus réglé possible, dans une latitude laissée aux forces de l'ordre dans le bon sens qui les caractérise. Merci beaucoup à toutes et à tous.